Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment utiliser la pression pour faire plus de ventes. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ça spécifiquement aujourd'hui? C'est simple, c'est parce que c'est des discussions que j'ai d'une manière vraiment récurrente, semaine après semaine, avec soit des business owners que je rencontre, des directeurs des ventes ou des vendeurs. Donc, c'est des sujets qui sont vraiment récurrents parce qu'ils ont toujours pas mal la même mentalité que je vais dire traditionnelle quand ils m'en parlent. Et c'est la suivante, c'est j'ai besoin de mettre de la pression parce que les gens ont besoin de pression pour passer à l'action. Je me fais souvent dire des choses comme ouais, mais tu sais, il y a des gens qui ont besoin d'un petit coup de pied dans le cul pour qu'ils passent à l'action. Ou tout simplement, moi, je suis convaincu de mon produit, moi, je suis convaincu que je peux les aider. Fait que c'est pas, ça vient pas d'un endroit qui est négatif, c'est parce que je veux les aider puis je peux les aider. Donc, ce genre de phrase-là, c'est des choses que j'entends toutes les semaines et malheureusement ou heureusement, ça dépend comment tu le vois, mais je dois intervenir parce que la perspective est complètement erronée. Puis avant qu'on rentre dans la pression, puis comment utiliser ça, parce que l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer comment être plus rentable à utiliser la pression, puis comment bien l'utiliser. Avant qu'on rentre dans décortiquer la pression ensemble, je vais juste vous parler d'où est-ce que ça vient un petit peu, parce que je pense que c'est vraiment important pour être en mesure de bien conceptualiser ça, puis de comprendre qu'est-ce qui se passe avec ça en date de maintenant, en 2026. Mais il faut le comprendre, la pression, ça vient d'un endroit très spécifique dans la ligne du temps, et c'est dans les années 1900, le début des années 1900. Et ce qu'on voyait en fait, c'est que la forme de pression pour faire passer un humain à l'action, pour qu'il fasse quelque chose que ça ne tente pas de faire, parce que c'était ça qui était, c'était pour ces raisons-là que c'était utilisé, en fait, c'était utilisé dans les usines, sur les ouvriers, où est-ce qu'on gérait des ouvriers et non des humains, OK? Et ça, c'est important de le comprendre, parce qu'on utilisait à cette époque-là, vous avez probablement déjà entendu le concept de la carotte et du bâton. Si vous ne connaissez pas ça, peut-être aller lire là-dessus, ça pourrait être intéressant, que vous compreniez bien d'où est-ce que ça vient, mais c'est ce qu'on utilisait tout simplement dans les usines pour amener les gens à faire des choses que ça ne leur tentait pas nécessairement de faire. Fait qu'on utilisait les menaces, d'insister, de forcer la note pour que les gens fassent de quoi. Et ça venait vraiment de cet endroit-là. Et quand les ventes, donc les premières formations de vente, les premiers documents de vente ont sorti d'avoir une approche structurée, ça c'était comme plus des années 1920, bon, on a pris directement ce concept-là où est-ce qu'on gérait des ouvriers et non des humains, je préfère le dire encore, où est-ce qu'on gérait des ouvriers mais non des humains. On a pris ce concept-là puis on l'a appliqué à la vente tout simplement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les années 1920, la réalité était tout à fait différente. OK? On recule de ça, là, quoi, là, à peu près quasiment 100 ans, là, finalement, en ce moment. Là. Il y a énormément de choses qui ont changé. Les acheteurs n'achètent plus de la même manière parce que le monde a changé. Puis il faut vraiment le comprendre. Parce qu'à l'époque, dans les années 1920, pourquoi est-ce que la pression fonctionnait, puis la pression externe fonctionnait vraiment bien, donc d'inciter, de menacer, de forcer une vente? C'était simple. C'est parce qu'il n'y avait pas de choix, il n'y avait pas d'option. Tu voulais t'acheter un frigidaire, il y avait une place qui vendait des frigidaires, puis c'était là, puis tu n'avais pas d'autres options. En date d'aujourd'hui, si tu veux acheter un frigidaire, tu as 12 magasins différents dans ta région. Tu peux l'acheter sur Marketplace, tu peux l'acheter en ligne, tu peux l'acheter de n'importe où. Donc, des options, tu en as une puis une autre. Puis, en fait, ça, c'est dans n'importe quel domaine. La majorité des domaines, peu importe c'est quoi, que ce soit du produit ou du service, c'est la même réalité. Tu as 1001 options. Tu veux te faire ta toiture, tu as 1000 options pour faire ta toiture. Tu veux te faire coacher dans le fitness, tu as 1000 options dans le fitness. Tu veux acheter les services d'une agence marketing, tu as 1000 options pour l'agence marketing. Tu as ici au Québec, tu as au Canada, tu as aux États-Unis, tu as partout dans le monde des options. Il y en a comme ça, il y en pleut. Et c'est ça qu'il faut comprendre là-dedans. Parce que comme je vous dis, à l'époque, les options, il n'y en avait pas. Il y avait un endroit qui vendait ce que tu voulais avoir. Donc, l'approche de pression fonctionnait vraiment bien parce que de toute manière, tu devais l'acheter là. Mais dans un monde moderne comme aujourd'hui, en 2026, les gens ont les options. Et c'est ça qui vient vraiment faire mal à votre rentabilité d'un vente parce que si le client n'achète pas aujourd'hui, il n'achète pas plus tard non plus avec vous parce qu'on vient briser la relation. On va tout voir ça tantôt, là, mais on vient briser la relation et malheureusement, le client qui veut acheter X, Y, Z en date d'aujourd'hui, qui a pris une rencontre avec toi, si tu brûles la relation avec de la pression externe, qu'est-ce qui se passe avec ça? Il ne va pas acheter puis faire comme moi, j'achète rien puis je ne règle pas ma situation. Non, il va juste aller acheter ailleurs où il n'y aura pas cette pression-là, ou du moins où il n'achètera pas à toi spécifiquement. Pas à l'entreprise, à toi, le vendeur. Donc, il faut le comprendre. La réalité a extrêmement changé depuis 100 ans au niveau de comment les gens achètent par la multitude de choix et d'options qu'ils ont maintenant pour prendre la même décision. Et ce n'était pas la réalité à l'époque. On a un 100 ans de gap et en 100 ans, les approches de vente sont restées extrêmement similaires, les mentalités sont restées extrêmement similaires. Pourtant, la game a complètement changé. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous apprendre
apprendre à composer avec une réalité qui a réellement changé en 2026. Je vais vous montrer comment utiliser la pression parce que c'est vraiment nécessaire. En fait, pour qu'une vente se produise, il doit y avoir de la pression. Donc, je suis extrêmement aligné avec la pression, mais il y a une manière de faire les choses, puis il y a une manière de bien le faire pour que ça soit réellement rentable et profitable pour une organisation puis un vendeur. Donc, essentiellement, on va rentrer un petit peu là, dans décortiquer la pression, mais essentiellement, comme je viens de vous dire là, je vais commencer par le point de vous dire que la pression, c'est nécessaire. Pour qu'une vente se produise, il doit avoir une forme de pression tout le temps. Parce que la pression, c'est ce qui pousse à agir maintenant. C'est tout simplement ce que j'appelle un accélérateur de décision, tout simplement. Donc, ça prend de la pression, je suis totalement aligné avec ce concept-là. Mais c'est là où il faut le comprendre, la pression. Il y a deux formes de pression. On a ce qu'on appelle la pression extrinsèque puis intrinsèque. Donc, la pression extrinsèque, c'est de la pression qui vient de l'externe, puis la pression intrinsèque, c'est la pression qui vient de l'interne. OK? Et donc, si on va rentrer dans la pression extrinsèque, donc la pression qui vient de l'externe, parce que c'est la forme de pression qui était enseignée en 1920 et qui est encore utilisée dans la mentalité en 2026. C'est cette forme de pression-là qui est encore présente, fait qu'on va prendre le temps de la décortiquer ensemble. Donc, la pression extrinsèque, ça ressemble beaucoup à une forme de motivation externe, hein, que c'est comme, il y a de quoi de l'externe qui m'amène à pousser, puis pas à pousser, mais à prendre une décision en ce moment. Donc, il y a un élément externe. Donc, c'est une force qui est exercée sur un individu qui ne vient pas de lui-même, mais qui vient d'un autre élément autour de lui. Puis, en vente, ben, on voit vraiment deux formats de ça. Ce que je veux dire avec ça, c'est qu'il va y avoir ce que j'appelle une pression externe qui vient directement de l'environnement du prospect, du client. Donc, exemple, tu vas avoir de la pression sociale, hein, donc c'est quoi que les autres vont penser de moi. Fait que ça, c'est une forme de pression qui vient de l'externe, de ton environnement, qui va t'amener à prendre une décision, tout simplement. Tu as de la pression que j'appelle qui est hiérarchique. Donc, la pression hiérarchique, c'est vraiment une forme au niveau de l'autorité, donc essentiellement, ça soit ton boss, ton manager, peu importe, qui va t'amener à avoir une certaine forme de pression hiérarchique où est-ce que tu dois passer à l'action puis bien faire les choses, ou exemple, une pression même temporelle que je pourrais dire, donc vraiment, tu as un deadline spécifique là, pour régler un problème spécifique. Donc, tu as déjà des éléments qui font partie d'une pression externe, d'une motivation externe pour que tu prennes une décision, que tu passes à l'action. Donc, ça, c'est des éléments qui sont des fois en jeu, des fois pas en jeu dans la réalité des gens, puis dépendamment des domaines aussi. Puis ça, ben, on n'a aucune incidence, influence là-dessus, c'est là ou c'est pas là, ça ne nous appartient pas, puis c'est pas bien plus grave. Ben, en fait, c'est important de l'identifier dans une rencontre, mais c'est pas un levier qu'on a, puis c'est pas quelque chose sur lequel on peut venir jouer nécessairement, mais on le sait que c'est là. Puis après ça, je vous amène dans l'autre forme de pression extrinsèque qu'on voit énormément, donc dans la pression externe, mais c'est la pression directe. Et c'est ça que je veux vous parler aujourd'hui. Donc, c'est la pression directe qu'on va venir mettre. Donc là, on va parler de l'insistance, des techniques de closing, des menaces. Fait que des menaces, qu'est-ce que je veux dire par des menaces? Je comprends bien qu'on ne leur met pas un gun sur la tempe, mais des menaces de comme si tu n'achètes pas aujourd'hui, le prix augmente demain, ou c'est un deal que je te fais juste aujourd'hui, demain il sera plus valide. Ça, c'est des formes de menaces quand même dans les techniques qu'on peut apprendre. Donc, on parle ici de pression directe, donc tout ce qui est technique de closing, tout ce qui est insistance, donc tout ce qui est pressurisation finalement. Donc ça, c'est la pression directe. Et donc, le problème avec la pression directe, parce que la pression directe, c'est ce qui nous a été enseigné dans les premiers formulaires de vente. Hein, ça fait que le premier formulaire de vente, c'est le livre des arguments. Ce qui nous a été enseigné là-dedans, c'était vraiment une forme de pression directe. Puis ça a été entretenu pendant 100 ans encore en date d'aujourd'hui. Et le problème avec ça, bien, je vais vous l'expliquer vraiment simplement, mais c'est parce que ça l'active ce qu'on appelle de la réactance psychologique. Et donc, de la réactance psychologique, c'est, bon, vous mettez ça dans des mots vraiment simples, c'est de la résistance à la vente. Grosso modo, là, la réactance, c'est ça. Mais la réactance, c'est le mécanisme psychologique qui s'active quand il y a de la pression directe, donc de la pression externe. Et donc, ce qu'il faut comprendre dans la réactance psychologique, c'est que, je vais le dire simplement comme ça, mais l'humain déteste sentir qu'il perd le contrôle de sa décision. Essentiellement, ce qu'un humain veut, ce que vous désirez, ce que je désire dans n'importe quelle forme de décision, que ce soit un achat ou pas, dans n'importe quelle décision qu'on prend, c'est qu'on veut de l'autonomie dans les décisions. Donc, l'autonomie est très importante dans une prise de décision pour que ce soit une décision qui est profonde, qui est réelle, qui est la bonne aussi. Donc, très important qu'il y ait de l'autonomie. Et essentiellement, la réactance psychologique, bien, c'est une réaction émotionnelle et cognitive, donc c'est les deux parties, lorsqu'un individu perçoit que sa liberté de choix est menacée en ce moment. Et pourquoi est-ce qu'on parle de liberté de choix menacée dans le contexte de vente, juste que vous comprenez bien? Mais quand on met de la pression directe à un individu, donc qu'on essaie de le faire passer à l'action sur une décision qui dise oui à ce qu'on vend en ce moment, bien, je ne sais pas si vous le voyez, mais on vient brimer les autres options. On vient brimer les autres choix, c'est-à-dire, les autres choix, ça pourrait être quoi? Bien, ça pourrait être de prendre un certain temps avant de prendre cette décision-là. Ça pourrait être de ne pas prendre cette décision-là. Ça pourrait être d'aller avec la compétition pour cette décision-là. Donc, il y a beaucoup d'autres éléments, mis à part embarquer
avec vous en ce moment. Et quand un vendeur est sur la pression directe, bien, il y a un spectre, une décision, une chose, puis c'est d'essayer d'y faire dire oui. Mais là, je viens de le dire, la réactance psychologique s'active quand? Quand la liberté de choix est menacée. Fait qu'on focus sur un seul type de choix qui est oui, on embarque ensemble, puis toutes les autres options, on vient les discréditer dans le spectre de comment est-ce qu'on travaille avec un client. Et donc, c'est ça qui déclenche la réactance psychologique. Et on sait que quand la réactance psychologique est activée, donc qu'elle se déclenche parce que la liberté de choix est menacée, on sait que quand ça arrive, là, écoutez bien ça parce que c'est ça qui est vraiment important en ce moment, bien, son rôle à la réactance psychologique, ça va être de protéger la perte d'autonomie, donc la perte de choix dans la décision en appliquant, comment il va le faire? En appliquant une force égale contraire à ce qu'il y a en ce moment. Donc, ce que ça veut dire, ça, en ce moment, c'est que si tu pousses dans une direction avec une pression externe, une pression directe, le subconscient pousse d'une force égale en ce moment pour protéger l'autonomie puis la liberté de choix en ce moment. Et c'est exactement ça, ce combat de force-là contraire qui crée la résistance à la vente. La fameuse résistance qu'on entend constamment, que j'imagine que vous et moi, on ne veut pas dans une rencontre, je pense qu'on est tous là-dessus, on est d'accord là-dessus. Si on pouvait avoir aucune résistance à la vente dans une rencontre, ça serait merveilleux, on aurait la vérité, on aurait des bonnes discussions, puis on aurait des décisions qui sont solides, puis on aurait plus de gens qui passent à l'action, mais il y a le concept de résistance qui rend tout notre job difficile là-dedans. Mais je suis littéralement après vous dire en ce moment, un des plus gros facteurs qui crée la résistance à la vente, c'est celui-là en ce moment. Donc, si tu le vois bien en ce moment, quand tu travailles dans cette direction-là, bien, ce que j'appelle, c'est que tu nages littéralement à contresens en ce moment. Tu nages à contresens alors que tu pourrais nager dans le courant de la pression, mais là, tu nages à contresens. Peut-être que tu vas donner un esti de bon nageur, mais ça va être extrêmement difficile, ça va être vraiment tough pour toi, ta carrière, de toujours être dans cet endroit-là avec le client. Donc, ce qu'on veut faire, finalement, c'est s'aligner avec le client puis pas déclencher la réactance psychologique en ce moment. Donc, c'est comme je vous dis, c'est ce qui crée la fameuse résistance à la vente. Puis pour ceux qui ne l'ont pas bien compris, bien, la résistance à la vente, c'est ce qui amène les gens à te mentir, à ne pas te donner la vérité, à littéralement te mislead dans leurs réponses, à te donner des réponses très courtes, donc tu as très peu d'informations sur le client. C'est tous les phénomènes que vous vivez dans vos rencontres qui proviennent de la résistance à la vente, bien, ça tourne pas mal autour de ça. Puis ça, bien, c'est pas cool. C'est pas cool un client qui réfléchit pas à voix haute avec nous autres. C'est pas cool un client qu'on dirait qui garde son jeu près de lui. C'est pas cool un client qui nous dit pas la vérité. C'est pas cool un client qui nous dit X puis finalement on réalise que c'est Y plus tard. C'est pas cool ces choses-là. Mais ça, si on prend un extreme ownership de ce qu'on fait, c'est à cause de nous que ça se produit, de la manière comment est-ce qu'on travaille à l'heure actuelle. Donc, c'est ce qui se passe avec la pression externe, c'est ce qui se passe en 2026. Puis quand tu fais ça finalement avec la pression que tu fais dans tes appels de vente, bien, ce qui se passe, bien, c'est comme je vous disais tantôt, bien, le client il est ici pour régler un problème. Puis don't get me wrong, il va régler son problème. C'est juste qu'il ne le réglera pas avec toi parce que ce qui s'est passé, c'est que tu as brûlé la relation. Considérant que tu brûles son autonomie, sa liberté de choix, il n'a juste pas envie de faire affaire avec toi. Et donc, la mentalité, parce que c'est ça aussi qui vient beaucoup de cet endroit-là aussi, c'est comme les vendeurs sont dans la mentalité de closer on the spot uniquement, tout le temps, simplement parce que sont dans un endroit où est-ce que les follow-up ne répondent pas, les gens n'achètent pas en follow-up, et c'est normal, c'est vraiment normal, parce que tu es dans un endroit, si tu agis comme ça, tu es dans un endroit où est-ce que, malheureusement, tu crées de la réactance psychologique et tu brûles la relation, les gens n'ont pas envie de faire affaire avec toi quand ces choses-là arrivent. Donc, ce que je t'apprends à dire en ce moment, c'est qu'essentiellement, si tu es dans un endroit où est-ce que tu fais ça, tous les résultats problématiques au niveau des follow-up, au niveau des ventes que tu ne vas pas chercher dans cet espace-là, bien, ça vient de comment est-ce que tu composes dans une rencontre de vente. Donc, don't get me wrong, guys. Lorsque tu travailles avec la bonne forme de pression, que je vais y arriver dans un deuxième temps, donc la pression interne, bien, la réalité derrière ça, c'est que non seulement la personne que tu as closé on the spot avec la pression externe, tu vas aussi la closer avec on the spot avec la pression interne, ça va faire la même chose. Mais le levier après ça, c'est toutes les ventes que tu perds en ce moment parce que tu mets de la pression externe, parce que tu brises la relation, bien maintenant, tu vas aller les chercher en follow-up. Les gens vont te répondre, les gens vont acheter aussi en follow-up, puis essentiellement, on le voit même dans Upsell, puis dans ma carrière, c'est exactement ça qui s'est passé, mais je le vois avec tous les membres d'Upsell, bien, une grosse partie de ton revenu va venir de cet endroit-là. 30, 40, 50, même des fois 60% de ton revenu va venir de tes ventes en follow-up. Mais en ce moment, si toi, tu es à 0% de vente en follow-up ou peut-être 10% ou très, très peu, il faut que tu le comprennes en ce moment. Tu travailles dans un seul pôle, donc juste les ventes directes, ici et maintenant. C'est seulement ça ton potentiel de revenu. Tu te bloques tout le revenu que tu pourrais aller chercher en follow-up, tu le bloques par comment est-ce que tu travailles avec le type de pression que tu viens injecter dans la rencontre. Donc, si en ce moment, c'est pour ça que je vous disais au début, tu veux
faire plus d'argent, il faut que tu redéfinisses ta vision de la pression puis que tu agisses différemment parce qu'en ce moment, tu travailles sur peut-être 50 % du revenu que tu serais vraiment capable d'aller chercher. Il y a un autre 50 % en ce moment qui est invisible pour toi, puis c'est celui d'entretenir des relations à court, moyen, long terme pour aller chercher ces ventes-là down the line. Puis c'est essentiellement dans cet endroit-là aussi que les gens vous recommandent, même qu'ils achètent ou qu'ils n'achètent pas. C'est des phénomènes qu'on voit chez Upsell. C'est peut-être quelque chose qui t'est jamais arrivé, mais pour les membres chez Upsell, ils ont littéralement des références de gens qui n'ont pas closé pour les bonnes raisons, parce qu'ils n'ont pas mis de la pression externe. Pourquoi? Parce que les gens te voient comme quelqu'un qui est fiable, sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel on peut travailler vraiment avec. Fait que c'est exemple, moi, je sais pas, je vends des services marketing, puis que un client, pour X, Y, Z raison, on a décidé de ne pas faire affaire ensemble, mais que j'ai vraiment conduit une bonne rencontre qui était pertinente, qui était efficace, qui était nécessaire, sans mettre de la pression externe, mais une bonne dose de pression interne. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Le client retient ton nom, il retient mon nom dans cet écosystème-là. Puis s'il y a un de ses collègues, amis entrepreneurs, qui a besoin de services marketing, tu penses c'est qui va référer? Une compagnie qu'on entend qui met toujours de la pression peut-être, ou même un nom spécifique, bien, c'est à toi que ça va revenir ça en ce moment. Il va faire comme « Hey, you know what? Moi, je connais un gars, PA Wallet, chez telle agence marketing, va jaser avec, vraiment sharp le gars. » Fait que c'est des phénomènes qu'on voit. Fait que si tu veux vraiment optimiser ton écosystème pour avoir non seulement des ventes en follow-up, mais des références, même des références de clients qui ne t'ont pas acheté parce que tu travailles de la bonne manière, ben c'est le genre de choses que tu veux faire. Parce que ça fait partie de ton écosystème de revenus qui va te permettre d'aller chercher vraiment beaucoup plus de revenus qu'à l'heure actuelle. Fait que c'est pour ça que je mets une attention particulière là-dessus parce que malheureusement, quand je regarde comment est-ce que les vendeurs vendent, ben c'est quelque chose que je vois vraiment souvent. Puis je suis comme, man, tu amputes ton revenu en ce moment. C'est malheureux, mais tu amputes ton revenu en ce moment. C'est ça qui est après se passer. Puis, comme, il faut le comprendre parce que la pression externe vend quand même en 2026. Là, okay? Don't get me wrong, ça fonctionne quand même. Mais il faut vraiment comprendre avec qui est-ce que ça fonctionne. Parce que c'est ça la vraie question, c'est avec qui ça fonctionne puis dans quelle étendue est-ce que ça fonctionne. Je t'expose un peu ce que je veux dire en ce moment, mais essentiellement, de la pression externe, je vais dire comme ça, avec des gens qui sont vierges de pression en ce moment, qui n'ont jamais vraiment vécu ça auparavant, bien, eux autres, ça va fonctionner avec eux. Ça va, puis, dépendamment, le type d'individu qu'ils sont, ça va peut-être le faire une fois, puis après ça, ils ne se le feront plus jamais faire après, mais quelqu'un qui est vierge là-dedans, si tu es dans un domaine, un secteur où est-ce que les gens sont plutôt vierges que le contraire, bien, ça va bien fonctionner, tu sais, quand même. Puis de l'autre côté, les gens qui sont naïfs et vulnérables, parce que tu as des gens qui ne sont pas vierges de pression, mais que littéralement, ils se font mettre de la pression par n'importe qui, puis ça fonctionne tout le temps. Fait que ça, c'est ce que j'appelle des gens qui sont naïfs et vulnérables. Mais du moment que tu t'adresses à une clientèle qui est de plus haut niveau, des gens qui sont plus sophistiqués, des carriéristes, des entrepreneurs, ce genre de personnes-là, bien, ils réagissent vraiment pas de la même manière à la pression externe. Si tu as vendu à ces gens-là, tu sais ce que je veux dire en ce moment. Ils les voient à 100 000 à l'heure, bien plus que bien du monde normalement. Donc, c'est des choses qui arrivent. Fait que c'est une approche qui est très limitée à qui ça va pouvoir fonctionner. Donc, si en ce moment, c'est ta méthode de fonctionnement, il faut que tu comprennes aussi le coût d'opportunité que ça t'amène en ce moment. Ce que je veux dire dans le coût d'opportunité, c'est que tu es très limité dans le genre d'entreprise que tu peux rentrer puis exceller en ce moment parce que les domaines que tu peux exceller, c'est avec des gens naïfs et vulnérables, plutôt vierges, parce que c'est ça ta manière de vendre. Et du moment que tu te frottes à des gens de plus haut niveau dans la société, à des gens un peu plus sophistiqués, c'est là où est-ce que ça ne fonctionne plus puis tu perds tes repères puis tous tes moyens. Puis la réalité derrière ça, c'est que si en ce moment tu m'écoutes puis tu veux faire beaucoup d'argent dans les ventes, il faut que tu comprennes à un moment donné, tu vas vendre à des gens qui ont beaucoup d'argent puis des enjeux qui coûtent vraiment cher. Mais ça ne fonctionnera pas avec la pression externe quand tu vas t'être rendu là. Puis ça, en ce moment, tu es après littéralement amputer ta carrière parce que tu travailles d'une manière et quand tu vas arriver dans ces écosystèmes-là, un, tu décrocheras peut-être pas le rôle, puis deux, quand tu vas le décrocher, tu vas tellement superformer que malheureusement, ça se peut que tu perdes la job aussi. Fait qu'à un moment donné, c'est comme si parfait, si je suis à case départ, que je vends à des gens qui sont un petit peu plus naïfs, vulnérables, tout ça, make sense, ça va le faire en ce moment, mais tu te fermes les portes de plus haut niveau en ce moment. Tu te fermes les portes où est-ce que quand tu closes, ben, tu fais 5-6 000 sur une vente. Parce que ça, c'est la réalité. On a des membres dans Upsell que c'est ça leur réalité. Ils font 4-5-6 000 sur une vente en ce moment. Oui, mais il y a une approche très spécifique de comment ils doivent travailler avec ces gens-là parce que ça ne fonctionnera pas la fameuse pression externe standard, right? Fait que ça te coûte des ventes dans le court terme, ça te coûte des références, ça te coûte des follow-up et ça a un coût d'opportunité qui est monstre dans le développement de ta carrière en ce moment aussi. Fait que faut le comprendre, mais ça fonctionne bien. Puis, tu sais, c'est des discussions que j'ai avec certaines personnes parce que des fois, c'est comme, ouais, mais tu sais, tel écosystème, eux autres fonctionnent avec ça, puis ça marche, puis ils font X nombre de revenus, puis je suis comme, sure, man, ils font vraiment beaucoup d'argent puis c'est super respectable. Mais la réalité, c'est qu'il y a un énorme drop-off dans comment est-ce que les vendeurs vendent. Parce que moi, ma réflexion de manager, c'est est-ce que j'aimerais ça voir
si on tweakerait cette approche-là, la manière, la philosophie de comment on fait les ventes, je serais curieux de voir comment est-ce que, on va dire des chiffres abstraits, mais comment que le 1 million pourrait devenir 1,3 million par mois en ce moment, juste en changeant l'approche puis la philosophie puis comment est-ce qu'on travaille. Parce que là, on focus juste sur les ventes directes aujourd'hui, c'est maintenant, et là, on viendrait avec un écosystème qui est extrêmement complet. Fait qu'il faut le comprendre, mais ça fonctionne, ça peut générer des gros revenus, mais on ampute énormément le revenu qu'on peut vraiment générer derrière. On ampute vraiment ça, puis comme c'est des énormes leviers que les équipes ont aussi quand ils fonctionnent déjà avec ce type d'approche-là, c'est des leviers qui pourraient aller chercher de plus pour faire encore plus de revenus. Puis si je suis dans un écosystème qui fait 1 million par mois, bien comme manager, si je suis dans un autre que je suis capable d'augmenter ça à 1,2, 1,3 million juste en tweakant l'approche de vente, tabarnak, c'est quand même beaucoup de revenus pour l'entreprise. On parle de 2 à 3 millions de plus peut-être par année ça, en ce moment, juste en changeant cet aspect-là. Fait que tu sais, il ne faut pas se leurrer, mais des écosystèmes qui roulent déjà avec ce type d'approche-là, c'est comme je vous ai expliqué, ça fonctionne avec un certain type de gens, mais ça l'ampute d'autres choses en ce moment. Puis le client qui n'achète pas aujourd'hui dans un écosystème comme ça, ben il achète avec la compétition. Et ça, moi, comme manager, quand je comprends cette réalité-là, ben je vais le dire comme ça, j'ai pas envie que ça se produise. J'ai envie qu'on soit capable de closer les gens qui peuvent acheter aujourd'hui, ici, maintenant, pour les bonnes raisons, on le fait avec la bonne approche. Puis tous les gens qui ont besoin d'un temps décisionnel peut-être un petit peu plus long, vérifier 2-3 affaires, whatever, dans l'approche qu'on va avoir, qu'on va adopter, les raisons qu'ils vont avoir, bien, je vais aller les chercher dans le back-end. Je veux pas qu'ils partent avec ma compétition, je veux pas qu'ils aillent ailleurs parce qu'ils n'ont pas aimé l'approche de mon vendeur en ce moment. Fait que, comme je vous dis, ça fonctionne, ça vend, sinon le monde ne le ferait pas, mais c'est extrêmement limité, ça l'ampute ton revenu, ça l'ampute tes opportunités de carrière. Puis pour les écosystèmes qui fonctionnent comme ça en ce moment, je suis juste dans un endroit où est-ce que je trouverais ça vraiment pertinent de voir combien qu'on serait capable d'aller chercher de plus, parce qu'à toutes les fois qu'on fait ces changements dans une entreprise, c'est pas compliqué, mais c'est rentable, puis c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'ils font plus de revenus dans the line à chaque fois. Fait que je serais vraiment intéressé de voir ça. Fait que anyways, donc maintenant, je vais vous parler, là on a parlé beaucoup de la pression externe, donc ce qui est majoritairement fait en vente. On va rentrer maintenant dans c'est quoi qu'on veut faire finalement, right? Donc là, c'est bien beau PA, tu nous exposes les problèmes, parfait, là, je me suis reconnu là-dedans, parfait, je fais quoi, c'ti? Ben là, je vais te le dire. Donc, ce qu'on veut faire, essentiellement, c'est adopter une approche de pression interne, donc de pression intrinsèque. Et donc, cette pression-là, c'est une pression qui est issue de ce qu'on appelle la tension en vente. OK? Donc, ça, c'est peut-être quelque chose que tu as déjà entendu. Si tu ne l'as pas entendu, je vais te l'expliquer en ce moment. Mais essentiellement, la tension dans un écosystème de vente, c'est l'écart entre où est-ce qu'un individu est, donc ce qu'il vit actuellement, et ce qu'il veut vivre, ce qu'il désire vivre dans le futur. Donc, c'est le fameux concept du gap. Tu sais, qui est, qui veut devenir, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut avoir, donc c'est quoi sa réalité aujourd'hui versus la réalité désirée. C'est le concept du fameux gap en vente. Fait que tu as peut-être déjà entendu parler de ça, mais c'est comme où est-ce que le client est versus où est-ce qu'il veut être. Puis essentiellement, le principe de pression interne repose exactement sur ce concept-là. Donc essentiellement, quand les gens sont dans vos rencontres de vente, si on regarde les deux pôles, où est-ce qu'il est puis où est-ce qu'il voudrait réellement être en ce moment, bien, il y a un espace entre les deux, hein? Puis c'est ça le gap entre les deux. C'est le petit espace entre mes mains en ce moment, si vous écoutez ça par YouTube. Sinon, bien, imaginez-vous que je te préfère un espace avec mes mains en ce moment. Donc, l'espace entre les deux, c'est vraiment le gap et c'est ce qu'on appelle la tension. Et donc, plus le gap est gros, plus il y a un espace entre l'état où est-ce que tu es puis où est-ce que tu veux t'en aller. Donc, plus que cet écart-là est gros, plus que la tension est grande. Et donc, plus que la pression est grande, donc la pression de changer et de faire les choses autrement pour le client. Donc, le rôle qu'on veut adopter dans une rencontre de vente, c'est simple, mais c'est de venir identifier où est-ce qu'il est versus ce qu'il veut s'en aller et de faire grandir ce gap-là s'il peut grandir. Parce que beaucoup de gens vont être dans des rencontres de vente, puis ça, c'est la majorité des gens que vous avez, mais qui sont dans un endroit qui ne conceptualisent pas super bien leurs problèmes, pourquoi ils veulent vraiment faire ça, qu'est-ce qui est vraiment important pour eux dans une décision comme ça, donc qu'est-ce qu'ils valorisent, qu'est-ce qu'ils discréditent, où est-ce qu'ils veulent vraiment s'en aller avec tout ça. C'est des réflexions souvent que les gens n'ont pas eues profondément. Et c'est pour ça que souvent, ils vont rentrer dans les rencontres de vente, puis le gap va être comme ça. Donc oui, il y a un écart entre où est-ce qu'ils sont puis où est-ce qu'ils veulent s'en aller, mais la réalité derrière ça, c'est que si l'écart est gros comme ça, donc c'est pas super gros, bien pourquoi est-ce qu'ils achèteraient une solution à 4, 5, 10 000, 20 000 $, donc plusieurs milliers de dollars? Pourquoi est-ce qu'ils achèteraient une solution pour ça, pour régler ce gap-là qui est entre les deux, si essentiellement, il peut juste sauter d'un pôle à l'autre en ce moment? La réalité, c'est que les gens achètent quand? Ils vont acheter quand l'écart est grand comme ça. Donc, quand l'écart est grand comme ça, bien maintenant, j'ai besoin de mettre un pont entre les deux, parce que si je saute dans le vide, puis ça ne se réglera pas, right? Donc, j'ai besoin maintenant d'avoir une solution à ça. Et donc, si tu le comprends bien, le gap, la tension que qu'est-ce qui va venir combler ça? C'est ton suivi, c'est pas ton suivi, excusez-moi, c'est ta solution, c'est ton service en ce moment. Donc, c'est ce qu'on veut venir créer avec ça.
Et donc, il y a deux types de ventes qui vont se produire. Quand les gens achètent, quand que l'écart est grand comme ça, donc une pression intrinsèque qui est monstre. Donc, je suis ici, c'est là que je veux être, puis il n'y a aucun monde qui existe dans lequel que je suis capable de faire un pont en ce moment si je n'ai pas une solution à ça que je vais acheter en ce moment. Donc, ça, c'est une des grandes raisons pourquoi les gens vont acheter. Ou sinon, le gap va être comme ça, mais je vais te mettre de la pression monstre à l'externe en ce moment, ce qui va faire en sorte que tu vas acheter aussi. La grosse distinction entre les deux, c'est que celui-là ici, c'est ce qu'on appelle une décision optimale, puis ce qu'on appelle ici, ça, c'est une décision tout simplement. Il n'y a aucune optimisation dans la décision en ce moment. On ne sait pas si c'est la bonne ou si c'est la mauvaise. On l'a juste forcé à faire quelque chose qu'il voulait peut-être faire, peut-être pas faire. On n'a pas cette clarté-là, mais on l'a fait quand même. Fait que quand les ventes se produisent, c'est toujours quand il y a un gap gros comme ça, avec bien de la pression externe, ou quand on a un écart comme ça, avec bien de la pression interne, tout simplement. Ce que je suis prêt à vous dire, c'est que c'est là où est-ce que vous voulez être en ce moment, au lieu d'être sur ce spec-là, tout simplement. Et je vais vous le dire tout de suite avant qu'on aille plus loin. La réalité derrière ça, c'est que c'est pas super populaire ce que je parle en ce moment. Parce que la pression externe, là, quand on a un gap gros comme ça, c'est facile à faire. C'est facile d'identifier le bobo d'un client, identifier la plaie ouverte, puis rentrer un couteau dedans, puis le tourner. Ça, là, ça prend pas un génie. En fait, je vais le dire comme ça, un singe est capable de faire ça, littéralement. Apprendre 2-3 closing line, identifier la douleur du client, puis jouer dedans, puis peser dedans. Dude, ça prend pas un génie pour faire ça. Ça prend un singe qui a un minimum de QI autour de 80 puis va être capable de le faire ça aussi, OK? Fait que t'es pas excellent quand tu fais ça puis tu as des ventes de là. La réalité, par contre, c'est de faire ce que je te pourrais vous dire là, de prendre quelqu'un qui est là et de l'amener à là avec les questions, les discussions puis les espaces de réflexion qu'on va lui donner par l'entremise de la conversation qu'on va avoir avec lui. Ça, c'est high level. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Mais de l'autre bord, c'est beaucoup plus rentable. Tu fais plus d'argent, plus de ventes. Tu brises pas les relations. On te réfère à toi. Puis, sais-tu quoi, dans le back-end, tu te sens bien avec ce que tu fais aussi. Parce que les décisions ne viennent pas de toi, c'est eux versus eux au lieu de toi versus eux quand on fait de la pression externe, right? Fait que, le concept de pression interne vient vraiment de l'espace de gap qu'on crée dans une rencontre ou qu'on ne peut pas créer parce que, don't get me wrong again, certaines personnes ont un gap gros comme ça et on ne peut pas l'agrandir. Le gap est comme ça et il reste comme ça. Et la décision optimale pour ces gens-là, savez-vous c'est quoi? C'est de ne pas acheter. Parce qu'en ce moment, si ça c'est ton écart, bien la réalité c'est que de ne pas acheter, de ne pas investir de l'argent là-dedans, c'est fort probablement ta meilleure décision en ce moment parce que pourquoi tu paierais 4-5 000 si tu peux sauter au lieu de construire un pont? Pourquoi est-ce que tu ferais ça? Ça fait aucun sens. Sauf que quand tu ne comprends pas ce que j'explique là, quand tu identifies pas bien le gap, quand tu ne fais pas grandir le gap, bien malheureusement, tu vas, oui, amener des gens à passer à l'action avec un petit gap avec la pression externe comme ça. Le truc avec ça, c'est que peut-être que le gap était unexpendable, on pouvait pas le faire grandir, puis tu l'as amené à passer à l'action. Fait qu'essentiellement, tu as fait exactement ce que j'explique dans Upsell, mais c'est que tu as amené à quelqu'un qui ne devrait pas acheter ou qui ne peut pas acheter à acheter, et ça, c'est wrong en tabarnak. Mais ça, tu ne peux pas le voir parce que tu n'as pas ces discussions-là, puis tu vois, toi, tu es un marteau, tu vois tout le monde comme des clous. Fait que le gap soit expendable, qu'il soit gros comme ça ou qu'il soit comme ça, puis il ne peut pas bouger, ben tu le vois pas, puis tu fais juste taper sur le même clou, puis tu rentres du monde en ce moment, peu importe c'est quoi, on passe celui qui a faibli dans l'écosystème puis qui a décidé de sortir sa liasse d'argent. C'est ce qui se passe derrière ça, si vous le voyez bien. Fait que oui, guys, c'est une approche qui est un petit peu plus difficile à maîtriser. Ça prend beaucoup plus de self-awareness. Donc, tu dois mieux te connaître toi-même. Tu dois bien comprendre la réceptivité d'informations. Donc, comprendre, être capable de lire entre les lignes, ce qui est vraiment après se passer dans l'interaction. Il faut être capable de poser des questions qui sont vraiment pointilleuses, qui sont précises, qui sont posées de la bonne manière, au bon moment. Donc, oui, c'est plus difficile parce que ça demande beaucoup de présence. Mais de l'autre côté, c'est la meilleure méthode pour être le plus rentable derrière ça. Fait que si tu veux faire plus d'argent, il faut que tu comprennes que pour faire de l'argent, ben, c'est difficile de faire de l'argent dans la vie à un certain degré. Puis comme, ben, si en ce moment, tu en fais un peu avec ça, tu vas vouloir en faire pas mal plus avec ça, mais ça va demander un effort de soi beaucoup plus grand pour arriver à cet endroit-là. Donc, c'est ça la pression interne, si on le comprend bien, ça part vraiment du gap. Donc, on expose vraiment le décalage entre sa réalité et son état désiré en ce moment. Donc, c'est vraiment un espace dans lequel la pression interne va émerger. Elle va émerger de quelle manière? Elle va émerger de lui versus lui. Et la pression externe, donc la pression popularisée en ce moment, bien, c'est une pression qui vient de toi vers lui. Puis ça, bien, c'est la moins bonne forme de pression, comme je l'expliquais, mais dans un espace où est-ce qu'on crée ça, le gap, finalement, on est dans un endroit où est-ce que la pression vient de lui vers lui. Donc, quand tu fais bien ça, parce que tu ne le feras pas bien du jour au lendemain, puis c'est normal, il y a un learning curve là-dedans, mais le jour que tu vas faire ça, à travers la conversation que tu vas avoir avec tes clients, ce que le prospect va commencer à sentir, c'est que son problème il est réel en ce moment. Il y a un coût à ne pas agir en ce moment. C'est le temps d'agir maintenant.
Il veut être dans une réalité différente. C'est ce qu'il va vivre dans la rencontre et c'est de là qu'émerge la pression interne. Et c'est ce qu'on appelle en psychologie tout simplement une prise de conscience active. C'est ça que les gens vont vivre dans la rencontre. Ce que je t'apprends vous expliquer, c'est une prise de conscience active. Puis cette forme de pression-là, parce que la prise de conscience active, c'est une forme de pression. Une forme de pression comment? Interne. Donc, la forme de pression active qu'on est après faire là, c'est une pression intérieure consciente en ce moment. Et c'est le seul type de pression qui crée de l'engagement profond. Donc, quand on parle amener des gens à prendre des décisions optimales, c'est ce qui crée une décision optimale, c'est une prise de conscience active et c'est toute une forme de pression. Fait que le gap, c'est une prise de conscience active essentiellement. Donc, pourquoi la pression interne est plus optimale pour vous si on résume ça vraiment simplement en ce moment? Bien, premièrement, c'est plus rentable. Vous l'avez compris, vous allez faire plus d'argent overtime dans le court, moyen et long terme. Ça, c'est une chose. La deuxième chose à ça, c'est que tu forces pas. Parce que malheureusement, quand tu fais une pression qui vient de toi vers lui, donc une pression externe, tu es toujours après forcer. C'est toujours après te demander de l'énergie parce que tu es toujours après forcer dans une direction. On l'a vu tantôt, la réactance psychologique, ça pose dans une pression contraire. Donc toi, tu dois mettre aussi une pression. Puis là, on est là, c'est tough. Puis là, toi, tu essaies de l'amener vers la décision. Puis là, tu pousses. C'est ça qui se passe dans la forme de vente que tu as en ce moment. Et ça, c'est extrêmement énergivore. Puis une chose que j'enseigne énormément dans Upsell, puis quand je manage une équipe de vente, c'est comment préserver ton temps et ton énergie parce que c'est les deux ressources les plus précieuses. Essentiellement, si tu as de l'énergie dans la journée pour 3 calls, puis après ça, les 6 prochains qui viennent, tu n'en as plus parce que tu forces comme un diable dans l'eau bénite en ce moment, bien la réalité derrière ça, c'est que tu scrapes 6 calls en ce moment. Tu perds des ventes dans le moment présent parce que tu n'as plus de brain juice pour arriver à tes fins. Donc, tu perds de l'argent à plein de leviers, plein d'endroits. Puis, je vous en parle, gars, parce que je vais vous dire ça comme ça. Parce qu'il y a des discussions que j'ai dernièrement, puis c'est souvent j'entends les vendeurs dire moi, j'ai pas besoin de formation, j'ai juste besoin de me faire répéter les choses que je connais déjà. Puis à un certain degré, je comprends bien ça quand tu essaies de passer du point A au point B. Mais en ce moment, si vous écoutez ça, en ce moment, je pense que vous êtes déjà passé du point A au point B, puis vous voulez passer du point B au point C à l'heure actuelle. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les nuances de la vente sont extrêmement importantes pour passer du point B au point C. Parce que la réalité, c'est que tu vas faire répéter les mêmes choses que tu as faites pour passer du point A au point B, t'amèneront pas où ce que tu vas aller du point B au point C. Les nuances de la vente sont vraiment importantes. Puis ça, c'est une nuance de la vente qui est vraiment, vraiment, vraiment importante pour passer du point B au point C dans ta réalité. Parce que si tu le vois bien, là, ça te coûte de l'énergie. Si ça te coûte de l'énergie, ça te coûte des ventes parce que tu ne peux pas prendre autant d'appels dans une journée puis dans une semaine. Tu n'es pas autant performant dans tous tes appels du début de la journée vers la fin de la journée. Donc, tu perds des ventes dans cet endroit-là, mais que tu ne vois même pas. C'est insidieux. Tu ne le vois pas, mais tu perds des ventes là-dedans. Ça, c'est un endroit. Tu perds des ventes parce que tu brûles des relations. Tu perds du temps dans les follow-up. Tu perds de l'énergie dans les follow-up. Tu as des pertes monstres en ce moment et t'amputes même ta carrière. C'est les nuances de la pression, ça, en ce moment. Mais on peut se dire, on met de la pression externe puis on va faire ça parce qu'on se fait répéter juste les mêmes choses qu'on connaît déjà. Sure, mais tu manques les nuances en ce moment. Puis là, on est dans les nuances de la vente, mais si vous le voyez bien, il y a beaucoup d'argent dans les nuances de la vente. Puis c'est là le prochain levier des réels vendeurs qui ont déjà passé du point A au point B, right? Fait que, tu forces pas quand tu es dans un modèle de vente où est-ce que tu fais de la pression interne parce que c'est le client vers le client. Toi, ta seule job, c'est d'écouter pleinement le client, d'être 100% présent avec lui, de voir ce qui est après dire et de questionner en fonction de ce qui est après se passer tout simplement. Donc, tu crées cet espace-là pour le client par l'entremise de tes questions, mais le seul travail que tu as à faire, c'est poser des questions. Puis parallèlement, je vous en parle parce que la majorité des appels enregistrés que je réécoute, les specs de qui parle dans une rencontre de vente, ce que je vois le plus souvent, c'est un spec d'environ 70-30. 70% le vendeur, 30% le client. Et la réalité derrière ça, c'est, j'ai l'impression que c'est une norme dans le domaine parce que c'est comme personne ne voit quelque chose de wrong là-dedans, mais l'approche dans Upsell, je vais juste vous le dire, c'est l'opposé total de ça. Les vendeurs chez Upsell, c'est 30% le vendeur, 70% le client. On n'a pas besoin de parler. Est-ce que vous voyez juste le niveau d'énergie? Si tu parles pendant 70% dans une rencontre de 60 minutes versus tu parles pendant 30% de la rencontre dans une rencontre de 60 minutes, c'est tout à fait différent sur ton énergie, c'est tout à fait différent sur le nombre d'appels que tu peux prendre dans une journée, puis à quel point tu vas être efficace de la même manière dans une journée, comme c'est un monde de différence, mais c'est des choses qu'on voit souvent, puis on dirait que c'est comme des normes. 70% du temps, les vendeurs parlent, puis des fois, j'ai vu du 80 puis du 85% aussi. Là. Fait que comme, c'est pas rare, mais 70%, je te dirais que c'est la norme. Je vois rarement un vendeur, même juste à 50%. C'est extrêmement rare. C'est comme quand je vois ça, je suis comme, oh shit, il est pas si loin finalement, lui, tu sais. On va aller chercher un 20%, puis ça va bien aller, mais c'est pas ça qu'on voit. C'est pas ça la norme. Fait que tu forces pas, donc tu perds pas d'énergie. De l'autre côté, tu vas faire plus d'argent.
t'affectes pas négativement une relation, comme je te disais aussi, fait que ce qui va te permettre d'être plus rentable et faire plus d'argent dans le long terme, puis dans le court terme, puis dans le moyen terme. L'engagement, au final, est plus profond. Fait que le client que tu closes n'aura pas de buyer's remorse. Le client que tu closes ne back-offera pas. Le client que tu closes va avantager ton marketing parce qu'il va te faire un témoignage ou te référer des clients. Donc, tu viens améliorer l'écosystème au complet en closant la bonne personne pour les bonnes raisons, pour des raisons profondes. Puis, essentiellement, je vais conclure sur « t'as la vérité, tout simplement, dans tes rencontres de vente ». Donc, si c'est quelque chose que tu veux, que tu conceptualises, puis t'es comme « aïe, moi, j'aimerais ça que les gens me disent la vérité », mais ça va partir énormément de comment tu vas faire tes interactions de vente, sur le type de pression que tu vas utiliser à l'intérieur, parce que des choses qui se ressentent énormément dans le transfert d'énergie, le type de pression que tu vas mettre. Ça se sent dès le début de l'interaction réellement. Donc, essentiellement, tu vas avoir la vérité. Tu vas avoir des clients qui vont dire la vérité, qui vont réfléchir à voix haute avec toi. Ça va leur tenter de rester avec toi dans la rencontre. Ils vont pas essayer de se pousser. Quand ils vont te dire qu'ils veulent un follow-up, ben, ça vient d'eux autres parce que c'est valuable dans leur réflexion en ce moment, puis ils vont vouloir le faire avec toi. Donc, tu as la vérité. Puis c'est tellement le fun de travailler avec les vérités plutôt que de travailler avec des mensonges puis être un polygraphe en temps réel. Comme c'est pas tant cool d'être un polygraphe en temps réel. J'ai pas sign up pour être un polygraphe en temps réel. Mais ce que j'ai réalisé à travers le temps, c'est que pour pas être un polygraphe en temps réel, il fallait que moi, j'adopte mes comportements de la bonne manière pour pas créer ce problème-là. Fait que tu vas avoir la vérité quand tu changes ta forme de pression que tu vas mettre dans une rencontre. Fait qu'en ce moment, guys, c'est pas mal les deux grandes formes de distinction qu'il y a entre la pression interne et la pression externe. Si tu t'es reconnu dans ce que j'ai parlé de la pression externe, ben sache une chose, la majorité des vendeurs qui rentrent chez Upsell font de la pression externe. C'est très, très rare que je rencontre un vendeur qui fait de la pression interne puis qui la fait efficacement puis de la bonne manière parce qu'encore là, ceux qui font de la pression interne puis qui pensent qu'ils font de la pression interne, ils le maîtrisent pas malheureusement. Fait que c'est pour ça qu'ils rely toujours sur la pression externe parce que c'est comme, aïe, ça fonctionne pas. Ouais, mais tu le fais pas de la bonne manière non plus, tu sais. Fait que finalement, ils se ramassent dans un endroit où il n'y a pas de pression, pas d'interne, pas d'externe, c'est de la merde, tu sais. Fait que finalement, ben, on va mettre de la pression externe, c'est au mieux que pas mettre de pression. Puis ça, je suis quand même d'accord si tu veux avoir des ventes puis pas perdre ta job, tu sais. Fait que c'est ce qui se passe un peu, mais sache une chose, c'est que la majorité des gens, si tu t'es reconnu dans la pression externe, sont comme toi chez Upsell, ils viennent d'un endroit où est-ce qu'ils font de la pression externe ou de l'interne, vraiment tout croche, tout de travers, puis on arrive à changer ça. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui peut arriver puis changer si tu as vraiment envie de le faire. Fait que sache que c'est vraiment pas grave si en ce moment tu es dans l'externe. C'est très, 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 très possible d'arriver dans l'interne et notamment, j'ai fait ça moi-même. Je viens d'un endroit où est-ce que if they cry, they buy, donc pression externe constante. Ben, en ce moment, je fais juste de la pression interne. Fait que ça peut changer. C'est pas évident. Il faut mettre du temps, il faut vouloir, mais c'est très possible de le changer.